je te dis, c'est des belles galoches. Moi, je te dis qu'elles sont bien moches. Eh bien, moi, je de pas souliers. Eh bien, moi, j'ai un beau cahier. Allons, laissons le pas, sinon nous allons arriver en retard. Chacun avait sa place, son bureau, des bureaux conlevés. C'est pas très dur celle-ci, bravo à toi. 10. Quel est le nom du pays qui est ici? La Grande-Bretagne, l'Angleterre. Alors, qui c'est qui va être de corps pour aujourd'hui? Annick de Frada. De Frada. Pierre de Frada. Et le petit-fils. Guillaume. Voilà. C'est bien enchanté. Moi c'est Gilles. Le troisième n'a pas pu venir. Guillaume. Bonjour madame. Vous êtes l'épouse de... Monsieur Pierre de Frada et deux Alexandra. Le troisième n'a pas pu venir. Bonjour. Bienvenue. On vous a réservé des places devant. Le dictionnaire. Alors, Pas la photo, vous? Si, je l'avais vu, mais pas en grand comme ça en fait. Ah oui. Ah oui, on va le faire plus grand. Hein. Envoyé par WhatsApp là, sur internet. Et, Une photo de document. Mais je les avais peut-être pas toutes modifiées. Ça devait être en 50 mois. Ils ont dû quitter Rennes en 55. je suis indésirable. Oui, on joue ensemble. Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je vais parcourir avec vous cet après-midi un siècle d'école publique primaire à Veynes, avec les familles de Bourgogne et de Frada, qui ont fait l'école à des écoliers et écolières de Veynes de 1902 à 1952. Alors, il faut savoir aussi que dans la salle, il y a donc quelques anciens élèves de Paul et Geneviève, avec qui, bien sûr, vous pourrez bien sûr diviser tout à l'heure. Donc, c'est en 1902 que le couple d'instituteurs, Désiré et Léontine de Bourbon, vient s'installer à Veyles. La commune compte alors 1150 habitants, suivant le recensement de 1901. Moins d'un quart habitent le bourg, le reste se répartit dans les nombreux hameaux et fermes, parfois assez éloignés de l'école, ce qui n'est pas sans incidence au niveau de la fréquentation scolaire, notamment pendant l'hiver. Désiré Bourbon est âgé de 39 ans quand ils arrivent. Il est né le 29 novembre 1863 à Aigné-le-Château, dans l'Allier, où son père était porcelainier. Mais sa famille paternelle est originaire de Villedieu dans l'Indre. À 18 ans, Désiré Bourbon est même adjoint dans un pensionnat à Issoudun, où il reste pendant 3 ans. Puis en juillet 84, il passe son brevet élémentaire à Châteauroux. Après son service militaire, il devient instituteur adjoint à Varennes le 15 février 1886. L'instituteur titulaire l'apprécie, même si les résultats laissent encore un peu à désirer. Il a un caractère doux, timide. Il paraît très ordinaire à l'inspecteur primaire qui le rencontre. En septembre 1888, il est nommé stagiaire à Nierne, où il
s'occupe du cours élémentaire et du cours préparatoire regroupant 42 élèves. L'inspecteur M. Baer, l'inspecteur primaire, n'est pas tendre. Je vais vous laisser apprécier ces commentaires qui ne sont pas communiqués à l'intéressé, mais transmis à l'inspecteur d'académie. L'enseignement de M. Bourbon est tout à fait inintelligent. Le maître ne peut rien expliquer. Il fait réciter par cœur les petits manuels qui sont entre les mains de ses élèves. Je l'ai entendu faire une leçon de grammaire qui m'a surtout laissé une pénible impression. Il s'est montré si faible dans cette leçon que je me suis demandé comment il avait pu obtenir le brevet élémentaire, et cependant son titulaire m'assure qu'il prépare sa classe. Les élèves lisent sans comprendre leur lecture, ils relèvent les liaisons omises, mais ils ne songent pas à corriger la prononciation des élèves, pourtant très défectueuse. Ils ne voient pas qu'ils articulent et qu'ils ponctuent mal. Ordre, propreté satisfaisant, registre bien tenu, mais tenue et discipline faible. M. Bourbon ne voit que l'enfant qui l'interroge et oublie les autres qui en profitent pour se distraire. M. Bourbon est un jeune homme laborieux, rempli de bonne volonté, mais il manque de savoir et d'aptitude. La conduite est excellente et son caractère ne laisse rien à désirer, mais il n'est pas intelligent. C'est à cette période qu'il rencontre. Je pense que les instituteurs, les enseignants ici peuvent apprécier ces commentaires. C'est à cette période qu'il rencontre Léontine Bonnet, qui vient d'être nommée directrice de l'école maternelle de Villedieu. Léontine Bonnet est née le 13 mars 1867 à Paudy, dans une famille de cultivateurs. Élève à l'école communale de Sevry, elle a obtenu son brevet élémentaire à 16 ans à Châteauroux et est affectée comme institutrice adjointe le 9 mai 1884 à Tournon-Saint-Martin. Les institutrices qu'elle côtoie apprécient son zèle, sa conduite à l'école et en dehors. Elle travaille beaucoup et ne sort pas. Sa capacité est ordinaire mais suffisante pour les fonctions qu'elle exerce. Elle est aimée de ses élèves et estimée des parents. Très sérieuse, elle prépare l'examen de certificat d'aptitude professionnelle qu'elle obtient en juin 1888, avant de rejoindre Villedieu et son école maternelle. Léontine est totalement démunie face à des tout petits garçons et filles. L'inspecteur primaire note « Les méthodes employées pour l'éducation de la première enfance sont tellement différentes de celles que sont d'un usage habituel aux écoles primaires que Mademoiselle Bonnet, qui n'a jamais vécu dans une école maternelle, s'y trouve toute dépaysée. Toute la longue série des exercices manuels lui est inconnue, les jeux qui intéressent tout son petit monde ne lui sont pas familiers, elle n'a pas la parole enfantine qui rend la maman intelligible pour le bébé. Par suite, les gravures, les tableaux qui garnissent les murs de l'école deviennent de simples ornements dont on ne tire aucun profit. J'ai indiqué à Mme Bonnet quelques-uns des exercices qu'elle peut faire exécuter aux enfants et je lui ai conseillé quelques lectures. Saura-t-elle en tirer parti ? Je l'espère, mais je reste tellement embarrassé avec ces petits-enfants que je ne saurais garantir son succès. S'en suivra une formation ad hoc d'une quinzaine de jours à Châteauroux. Et puis l'amour va adoucir cette situation difficile, puisque Désiré et Léontine vont se marier à Sevry le 9 septembre 1889. Dans ce même mois de septembre 89, Désiré rejoint Villedieu, où il restera pendant 9 ans dans un poste d'adjoint qui finit par le désoler. Léontine exprime rapidement son peu dégoût pour l'école maternelle, mais avec son caractère doux, elle sait se faire aimer des petits et est bien considérée. En 1891, l'inspecteur primaire note que si quelques enfants dorment sur le banc, plusieurs petits savent lire et commencent à écrire. C'est à Villedieu que naissent leurs 2 enfants. Daniel, le 10 décembre 1891, Geneviève, le 6 octobre 1893. La période est assez difficile car comme directrice de l'école maternelle, elle ne dispose que de 15 jours de congé l'été, et en outre la famille est un étroit dans le logement de l'école comportant 2 pièces, car ils sont 5. Outre les enfants, Anne, la mère de Désiré, est venue les rejoindre. Léontine se dévoue à sa tâche. On lui reconnaît aptitude et intelligence, mais elle s'ennuie et souhaite exercer dans une école primaire. Mais ce n'est qu'en 1898 qu'avec son mari, ils rejoindront l'école de Pellevoisin. Car à cette rentrée de 1898, Désiré Bourbon est enfin nommé directeur.
mais il enseigne seulement à 12 élèves. L'école publique ayant du mal à recruter face à la concurrence de l'école congréganiste particulièrement active. En outre, les gamins quittent l'école de bonne heure pour les travaux des champs. La désillusion est encore plus grande pour Léontine, car en février 1899, elle n'a qu'une seule élève, sa fille Geneviève de 5 ans. Très rapidement, les époux vont solliciter un poste dans une commune où Désirée pourrait également être secrétaire de mairie, ce qui sera le cas à Velles à la rentrée de 1902, ce qui permet d'avoir 300 francs en sus de leur traitement mensuel d'instituteur, 1200 francs pour chacun. Ils arrivent dans un contexte difficile. Le maire Jacques Balzan, soutenu par la majorité du conseil, tente depuis des mois de s'opposer par tous les moyens à la création de l'école publique de filles décidée par le préfet de l'Indre. Face au refus obstiné de coopérer pour aménager une classe provisoire pour les filles, les instances académiques et le préfet ordonnent la suppression de l'école libre le 10 août 1902. Créée en 1859 à l'initiative de Madame et Mademoiselle de Montaigu, cette école est dirigée par les sœurs de la congrégation de Sainte-Marie de Brousse, dans les Côtes du Nord. Celles-ci font une requête auprès du Conseil d'État pour pouvoir continuer leur enseignement. Cette démarche est appuyée par le Conseil municipal, qui lui-même intercède auprès de la présidence de la République, arguant notamment que cette école donne satisfaction aux besoins intellectuels et moraux des petites filles, l'instruction donnée satisfaisant pleinement leurs parents. Ce que conteste Paul Petit, conseiller municipal d'opposition, anticlérical farouche, pour qui l'instruction donnée par les sœurs était défectueuse dans tous les rapports. Finalement, après avoir refusé l'installation provisoire sous le préau de l'école de garçons, le conseil aménage une classe en utilisant une pièce du logement de l'instituteur. Puis à la rentrée d'octobre 1902, Léontine Bourbon, qui reçoit ses premières élèves, alerte immédiatement l'inspection sur les difficultés rencontrées. Absence de matériel, manque de place. On peut lire dans un courrier de l'inspection académique adressé au préfet le 13 novembre 1902 que l'école de filles récemment ouverte est fréquentée par 36 élèves, mais qu'elle ne dispose pas encore de mobilier scolaire. Les quelques tables qu'elle possède proviennent de l'école de garçons où ont été prêtées par l'institutrice. Ce mobilier provisoire est d'ailleurs insuffisant et l'institutrice ne saura plus où placer les nouvelles élèves qui se présenteront. En présence du refus du conseil municipal de procéder à l'acquisition du matériel scolaire, je vous serai obligé de bien vouloir donner les ordres nécessaires pour que 25 tables bancs à 2 places soient fournis à l'école de filles ainsi que 2 tableaux noirs. Le 8 janvier 1903, Léontine rappelle les difficultés et renouvelle ses demandes de mobilier face aux nouvelles inscriptions reçues et termine ainsi son courrier. Que dois-je dire aux parents qui me mèneront leurs enfants? L'inspection génère un rapport un peu cavalier dans ce contexte le 13 janvier 1903. Cette institutrice paraît débordée par ce nombre considérable d'élèves, 78 inscrites. Elle, qui jusqu'ici n'en avait devant elle que 7 ou 8, se trouve aux prises avec des difficultés presque insurmontables pour son inexpérience. Le défaut capital de l'école, c'est la faiblesse de la discipline. Les enfants remuent incessamment les pieds, couvrent la voix de la maîtresse et des élèves interrogés. Elles se tiennent mal, mettent le doigt dans la bouche, montent sur le siège des tables. Il faut dire que l'installation est bien mauvaise et propre à favoriser le trouble et le désordre. À signaler des fautes de méthode. Les leçons sont indiquées sans être expliquées, les devoirs sont souvent mal choisis, surtout dans le cours élémentaire et la section enfantine. Les matières sont mal préparées et mal employées. Les premières élèves, sauf 3, sont incapables de mettre debout une phrase correcte, elles lisent mal et savent peu de choses. Le travail de l'institutrice est donc très grand, elle pourrait le réduire par une organisation mieux entendue et par une discipline plus sérieuse. Madame Bourbon est sérieuse et déploie une certaine activité. Le 22 janvier 1903, un courrier de la préfecture de l'Indre est adressé au maire suite à ce rapport d'inspection. L'école publique de filles reçoit actuellement 70 élèves sur 78 inscrits.
L'effectif de 80 sera certainement atteint sous peu. Le mobilier scolaire dont dispose l'école n'a que 55 places. En pressant les enfants et en utilisant son mobilier personnel, l'institutrice a pu placer tous les élèves qui se sont présentés. Des tables bancs sont donc indispensables, il en faudrait au moins 12 à 2 places, mais lorsqu'elle les aura installés dans la salle, il sera presque impossible de circuler. Cette situation anormale ne peut s'éterniser. Alors s'ensuit une mise en demeure pour procéder dans le délai d'1 mois à l'acquisition du matériel et l'installation d'une seconde classe et du logement de l'institutrice adjointe. Aux élections municipales de 1904, Robert Balsan succède à son frère Jacques. Suite encore quelques atermoiements et désaccords sur le lieu et le plan de construction, les terrains sont finalement achetés, le plan de financement est validé en 1907, les travaux peuvent commencer. Le 1er octobre 1908, le préfet donne l'autorisation d'occuper les locaux de la nouvelle école de filles. L'école connaît alors une période de calme, ponctuée par le seul remplacement très fréquent des instituteurs. Monsieur Tanchoux trinqua en 1903, un poste d'institutrice adjointe est créé en 1904, sur lequel est nommé monsieur Boitard, puis se succéderont monsieur Thomas Migneux en 1905, et Tard de l'Ordre qui précède le couple Irma et Camille Duplan en 1907-1911, enfin monsieur Lebon en 1911 et monsieur Dagot en 1912. Léontine et Désiré Bourbon vont donc assurer la stabilité au niveau de l'école et on va suivre leur évolution au fil du temps. Désiré est appliqué, sérieux, mais d'une instruction un peu trop élémentaire, avec un parler bien souvent défectueux. Il s'occupe bien de son école, mais il ne prépare pas suffisamment ses leçons. Les enfants ne parlent pas assez, leurs connaissances ne sont pas assez précises. L'organisation pédagogique et la discipline sont bonnes, mais l'inspection de propreté doit être faite avec plus de minutie en 1906. Les leçons morales doivent être placées au commencement de la classe et avoir lieu chaque jour. L'inspecteur constate avec plaisir une amélioration réelle dans la façon d'interroger en 1907. Donc des progrès dans l'ensemble, mais en 1910, beaucoup de remarques formulées dans toutes les matières. Il faut corriger la négligence et le manque de soins, s'adresser à l'intelligence plutôt qu'à la mémoire. Avec un nouvel inspecteur en 1911 au positif. Le carnet de préparation est bien tenu. L'enseignement est intéressant. Bonne impression en lecture, arithmétique, en bonne voix, écriture généralement bonne, composition française donne des résultats. L'inspection du 14 décembre 1912 est également bonne. À noter que pendant toute cette période, des cours sont dispensés à des adultes. Le traitement mensuel est alors de 2560 francs, dont 400 francs pour le secrétariat de mairie. Quant à Léontine, une fois passée la première année de galère, elle a vite réagi, même si l'installation provisoire de l'école va perdurer jusqu'en 1907. Très appliquée, même si l'instruction est très élémentaire et le niveau général faible, 1904, l'impression de travail et de progrès se manifeste dès 1905. Organisation pédagogique, discipline, travaux manuels, écriture bien, assez soignée, tenue de cahier bien en général, récitation, lecture, dessin assez bien. À partir de cette date, je note que le rapport d'inspection est contresigné avec copie aux instituteurs. En 1906, on note que le balayage est effectué par les élèves à tour de rôle, ce qui ne suscite pas de difficultés. En 1907, beaucoup trop de petites filles ont les mains sales, des visages qui n'ont pas eu de contact avec le savon. Sinon, travail manuel bien, bonne discipline, enseignement moral régulier, chambre assez bien, on chante trop bas mais juste. La classe est préparée, les devoirs assez bien choisis, généralement corrigés soigneusement, les cahiers sont propres, très bien tenus, de bonnes écritures. Du travail, donc des résultats, une bonne classe et de bons rapports au final en 1910, 1911, 1912. Le 16 février 1913, suite au départ de M. Dagot, Désiré Bourbon réclame instamment par courrier un suppléant. À défaut, il se verra dans l'obligation de donner congé aux élèves de la deuxième classe. C'est ainsi qu'en octobre 1913, tout juste sorti de l'école normale, est nommé comme instituteur stagiaire Paul de Frada, en remplaçant de Mlle Bernard, intérimaire. Paul de Frada est né le 2 mars 1894 à Saint-Ouen, où ses parents tenaient un café. Après sa scolarité, ponctuée par le brevet élémentaire, il rentre en 1910 à l'école normale d'instituteur de Châteauroux,
où il est très apprécié et considéré comme un excellent élève ayant notamment des aptitudes particulières pour la musique. Il obtient son brevet supérieur et son certificat de fin d'études normales. Il se postule alors pour Saint-Ouen, Arton ou Veyles, où il sera finalement affecté. C'est au cours de cette première année d'enseignement qu'il fait connaissance de Geneviève Bourbon, fille des instituteurs en place. Geneviève Bourbon est elle-même institutrice. Elle n'est pas passée par l'école normale, mais a obtenu son brevet supérieur en 1913. Elle interviendra dans un premier temps comme suppléante à Chasseneuil, Argenton, Le Poiron, Poulaine, Ardent, Neuvy-Saint-Sépulcre. Suite à la déclaration de guerre, le Conseil de révision de l'achat déclare Paul de Fraga bon pour le service, le 19 octobre 1914. Il est mobilisé à compter du 15 décembre 1914, date à laquelle il laisse son poste d'instituteur, sur lequel il ne sera pas remplacé avant de longs mois. Il est alors affecté au 13e régiment d'infanterie en 1914 à avril 1915, puis il rejoint le 29e régiment d'infanterie comme aspirant le 23 avril 1915, enfin le 290e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant à titre provisoire de mai 17 à novembre 1917 avant de terminer au 202e régiment d'infanterie du 23 novembre 1917 au 31 mars 1919. Dans ce régiment, que son comportement plein de bravoure et de sang-froid lui vaut 2 citations et la croix de guerre avec 2 étoiles de bronze. Je vais me citer une citation. Chef de section énergique et plein d'allant, a toujours fait preuve en toutes circonstances des plus belles qualités militaires, sang-froid absolu, énergie, raisonnée, bravoure calme. C'est un fait remarquer par sa belle attitude au cours du dernier combat, et en particulier les 7 et 8 août 1918, en maintenant le contact avec l'ennemi malgré le feu nourri de l'artillerie. Seconde citation, officier énergique, calme et brave, le 29 septembre 1918, au cours d'une opération délicate et périlleuse, a fait preuve d'une énergie, d'un sang-froid et d'un allant remarquable. Chargé d'éclairer la marche de la compagnie, a pris la tête de sa section, l'a entraîné sous un violent tir de barrage, dans une progression rapide, poussant l'ennemi devant lui et établissant une liaison étroite avec les unités voisines. Il terminera comme lieutenant de réserve. Pendant cette période, à Veyles, Désiré Bourbon, qui cumule les fonctions d'instituteur et de secrétaire de mairie, est au four et au moulin, d'autant que le maire, Robert Balzan, est lui-même mobilisé. L'inspecteur Rossignol note lors de son inspection à l'école de garçons le 14 avril 1915 qu'il n'y a qu'une seule classe en ce moment. On voit qu'il y a de l'ordre de 50 élèves. On parle fréquemment de la guerre. Le maître, atteint par 3 deuils successifs, a cessé le chant pour quelque temps, mais il fera apprendre la Marseillaise et le chant du départ. Depuis la mobilisation de son adjoint qui n'a pas été remplacé, M. Bourbon assure le service de sa classe avec en plus une partie de l'effectif de la 2e classe. Les plus grands ont été confiés à l'école de filles. Alors, malgré ce surcroît de travail, Mme Bourbon obtient, comme avant, des résultats appréciables. L'hiver rigoureux que nous venons de traverser a causé des absences assez nombreuses, et cependant les élèves m'ont convenablement répondu. Mme Bourbon, il est de ses élèves, a fait beaucoup pour les blessés, tant pour les blessés que pour l'œuvre du tricot aux soldats. 150 pièces ont été conçues lors de travaux manuels. Daniel Chauvel, 6 ans en 1914, cité dans le livre de Daniel Bernard, se souvient « On allait à l'école, mais pas d'une manière régulière. Notre instituteur était aussi secrétaire de mairie, si bien qu'il nous mettait souvent en récréation pour s'occuper des gens qui venaient à la mairie. C'était une petite école, et lorsqu'on avait 2 heures de classe dans la journée, c'était formidable. Les gendarmes arrivaient à cheval d'Ardent pour faire signer les permissionnaires ou pour annoncer le décès d'un enfant du pays. Toutes ces formalités se déroulaient à la mairie. Le 23 février 1917, l'inspecteur primaire note « M. Bourbon, quoique très éprouvé par un dur travail de secrétaire de mairie depuis la guerre, n'a pas négligé ses fonctions d'instituteur. La classe est d'un niveau satisfaisant malgré les absences provoquées par un hiver très rigoureux. » Léontine Bourbon, dans ce contexte difficile, assure également « La classe est tenue avec un soin remarquable, préparation et enseignement méthodique intéressant et qui se fixe bien.
Les élèves possèdent une certaine vivacité. Madame Bourbon, quoique très calme, donne un enseignement assez vivant. Elle s'est interrogée avec précision et rapidité. Elle paraît très bonne avec ses élèves. Le 1er octobre 1917, Geneviève Bourbon est affectée comme intérimaire à l'école de garçons de Velle, où elle s'occupe de la classe enfantine et de la classe élémentaire et du cours élémentaire de première année, soit 49 élèves au total. La classe est bien tenue, les récréations bien surveillées, les élèves sont sages, ayant l'habitude de l'exactitude. On chante quelques airs qui inspirent le patriotisme, une sérieuse préparation, on fait preuve de méthode et on obtient des résultats appréciables. Classe où on travaille avec profit. C'est sa première inspection le 17 mai 1918. Son traitement est à l'heure de 1800 francs. Le rapport d'inspection suivant, du 20 novembre 18, confirme l'autorité, l'ordre, l'organisation mise en place. Mademoiselle Bourbon fait preuve de conscience professionnelle et d'un certain sens pédagogique qui lui valent déjà des résultats appréciables. Elle obtiendra son CAP en 1919. Quant à Paul Defrana, il est en Alsace, du 11 novembre 1918 au 5 avril 1919, puis détaché en qualité d'instituteur à Saint-Thomas de Strasbourg jusqu'au 2 août 1919. En permission libérable, à partir de cette date, il sera démobilisé le 12 septembre. En novembre 19, il rejoint Velle comme instituteur adjoint. À noter que préalablement, il a épousé le 28 décembre 1918 Geneviève Bourbon. Bon, nous en étions au 1er octobre 1920. Geneviève Bourbon de Frada est nommée titulaire à l'école de filles de Velle. Cette courte cohabitation familiale, puisque Désiré Bourbon fait valoir son droit à la retraite. Il reçoit la croix du mérite agricole lors de la réunion du conseil municipal en date du 21 août 1921. Robert Balzan, le maire, va faire l'éloge de Désiré Bourbon en lisant au conseil un passage d'une lettre de M. Limousin, dans laquelle ce maire intérimaire fait très éloquemment ressortir le dévouement de son collaborateur pendant la période de guerre. Pour ce qui est de M. Bourbon, qui a droit à sa retraite, je serais d'avis que nous fassions notre possible pour lui faire avoir une récompense. Pendant 5 ans, il s'est dépensé sans compter pour le bien et les intérêts de tous. En dehors de sa classe, il consacrait tout son temps à la chose publique. Les dimanches, les jours de fête, ses vacances, il les passait à la mairie. À toute heure, il était à la disposition de tous. Souvent, je l'ai vu se déranger de ses repas pour recevoir une demande, faire une lettre ou donner un renseignement, quand dans la plupart des communes, la mairie n'était ouverte qu'à certaines heures de la journée. Si je crois que le Conseil sera unanime à lui témoigner cette preuve de reconnaissance. C'est en effet ce que vous avez fait, messieurs, dit le maire, en terminant. En votre honneur à tous, je me réjouis personnellement de pouvoir dire à ce collaborateur de 20 ans combien je trouve bien gagné la distinction qui lui est accordée. Léontine Bourbon cesse son activité en juin 1922, bien fatiguée. Les époux Bourbon retournent alors vers Villedieu. Alors je vais m'intéresser bien sûr maintenant plus particulièrement à Paul et Geneviève de Frada. C'est en 1921, le 9 décembre, que Paul de Frada connaît sa première inspection, dont le rapport est positif. Bonne répartition des élèves en 2 groupes, emploi du temps conçu d'une façon un peu spéciale et s'écartant des formules habituelles, mais on peut l'accepter. Les cahiers sont fort bien présentés, les écritures sont appliquées, les corrections du maître sont très suffisantes. Quelques conseils pour la composition française, les devoirs ne sont pas améliorés par les élèves eux-mêmes, mettre à l'étude un procédé de correction collective. La discipline est bonne, la classe est attentive parce que l'instituteur la tient bien en haleine, d'une part grâce à un enseignement assez étoffé, d'autre part grâce à sa bonne habitude d'interroger non seulement les meilleurs, mais tous les élèves. La classe, tant au point de vue de la tenue générale des élèves que de leur instruction, est en progrès. L'élocution des élèves a été transformée, cela annonce de nouveaux résultats. À noter que dans le but d'encourager la fréquentation scolaire, le conseil municipal adopte le principe de gratuité des fournitures scolaires aux enfants de la commune. Préalablement, les fournitures étaient vendues par les instituteurs. Une seconde inspection intervient rapidement, dès le 31 janvier 1922, qui confirme la qualité de son travail soutenu et la bonne instruction de ses élèves. En conséquence,
Il sera nommé directeur de l'école de Vesle à compter du 24 mars de cette même année, poste qu'il occupera donc jusqu'en 1952. Pour Geneviève, chez les filles, le rapport à cette même date du 31 janvier 1922 est tout à fait satisfaisant. Les élèves se tiennent bien, l'hygiène est bonne, les cahiers sont bien tenus, notamment ceux des débutants qui méritent des éloges. Pas de tâches, d'exercices illisibles, ce qui démontre une attention constante et efficace de la maîtresse. Bonnes écritures, lecture satisfaisante, progrès de l'élocution, résultats en calcul. Nous avons donc affaire à une maîtresse appliquée, consciencieuse, réfléchie, mais elle manque encore d'aisance et de vie. Il est noté que le logement de 5 pièces mis à la disposition de l'instituteur est en mauvais état de par sa vétusté, ce qui n'empêche pas la famille de s'agrandir. Paul Pierre donc naît le 18 février 1920, Annick naît le 30 août 1922, mais des travaux ont été entrepris cette même année. Jeannette née le 24 octobre 1924. Comment ? Geneviève de Frada récupère la seconde classe en 1923 et devient l'adjointe de son mari qui, en 1924, cumule sa fonction d'instituteur avec le secrétariat de mairie. À noter que cette même année, une cantine scolaire est organisée. Avec les rapports suivants, il est précisé que les élèves ont une bonne instruction en histoire, géographie, sciences. M. de Frada ne s'accorde certainement pas de repos pendant la classe, mais son enseignement a cultivé jusqu'ici plus les mémoires que les intelligences. Il aura le souci de faire continuer ses bons élèves au-delà du certificat, essayant de persuader les parents de consentir des sacrifices, peine perdue souvent. En 1926, on note l'organisation rationnelle de la classe de déniveau, bien fréquentée malgré les absences d'hiver à cause de l'éloignement, et l'été pour les travaux des champs, la discipline est bonne. À noter la création d'une coopérative scolaire très active dans les classes des 2 instituteurs, avec vente de plantes médicinales et excursion au barrage des Buzons. L'activité de M. de Frada est un peu affaiblie par son état de santé. Il faut dire qu'il n'a pas été blessé pendant la guerre, mais effectivement qu'il souffrait particulièrement des jambes avec des œdèmes, on va dire variqueux, sur les deux membres, sur les deux jambes, et qu'effectivement ça le perturbait, ça le faisait souffrir, et il était pas rare qu'effectivement que Geneviève prenne ses élèves en cours pour le soulager. Pour Geneviève, le travail est sérieux et profitable, les résultats satisfaisants, la maîtresse s'est interrogée, elle s'efforce non sans succès d'être entraînante et d'exercer les intelligences, elle doit obtenir plus de vie et d'activité. Progression régulière en 1927, la classe et les cahiers sont bien tenus, la coopérative très active, avec fête de l'école et voyage en Creuse. En 1929, l'inspecteur est sensible à la sollicitude de la maîtresse pour ses élèves quand il voit pendre au mur des petits sacs possédant des chaussettes pour les enfants éloignés du bourg qui arrivent en classe les pieds mouillés. L'inspection du 1er mai 1933 relève un certain agacement de l'inspecteur primaire à l'égard de Paul de Frada. M. de Frada a des méthodes personnelles qu'il estime excellentes. Évidemment, il obtient des résultats et cette classe est assez vivante. Je le mets en garde cependant contre la routine qui s'empare bien vite des maîtres, même les meilleurs, qui ne s'astreignent pas à bien préparer leurs tâches, qui ne tiennent aucun compte des conseils donnés, notamment les dictées trop longues, ce qui génère énormément de fautes, le cahier mensuel non tenu régulièrement. En outre, il n'y a pas de grille autour du poil, ce qui a déjà été signalé l'année précédente. Or, ces observations seront prises en considération l'année suivante. L'inspecteur remporte de sa visite une impression d'ensemble satisfaisante. À noter le cahier de roulement mis en place dans ces années, qui est une sorte de cahier journal tenu chaque jour par un élève différent qui retrace toutes les activités de la journée. Morale, calcul, écriture, grammaire dictée, vocabulaire, leçons de sciences, etc. Pour Geneviève, il convient de faire une large place à l'interrogation, de contrôle et de découverte, qui oblige les enfants à réfléchir, à parler, qui permet de réviser les notions apprises et de bien les fixer dans l'esprit. La maîtresse parle trop, expose trop les enfants, sont toujours aussi peu éveillés, mais le travail est régulier et consciencieux, c'est certain. Au 1er janvier 1936, Geneviève de Frada, surnommée Grisette, est installée directrice et va désormais s'occuper de l'école de filles. C'est une bonne maîtresse qui se fait respecter, plutôt sévère et qui assène quelquefois
quelques coups de livre sur le haut du crâne pour faire rentrer quelques théorèmes mathématiques dans les têtes récalcitrantes. Madame Jarreau n'est pas là, mais c'est un témoignage. Au niveau familial, les enfants connaissent l'internat au lycée de Châteauroux dans un premier temps pour Paul et au lycée de Guéret pour Jeanne afin d'être plus proche de sa sœur Annick, hospitalisée au sanatorium de Sainte-Fère, distant d'une dizaine de kilomètres, ce qui va correspondre à un long moment douloureux au niveau de la famille. Je me suis permis Paul Junior, note dans ses souvenirs. J'ai été élevé dans l'idéal laïque dont je n'ai pas à rougir, dans une famille où on ne badinait pas avec les règles de la morale. Ayant toujours essayé au cours de ma vie de ne pas enfreindre aux grands principes d'honnêteté et de respect absolu de la conscience et de la croyance d'autrui qu'on m'a inculqué depuis mon plus jeune âge. D'un point de vue pédagogique, on peut noter le souci du concret pour les sciences en se référant à l'agriculture et au jardinage. La récitation est en programme, le travail écrit s'améliore d'année en année. Les élèves ne sont pas endormis, certains voudraient répondre, mais il y a encore de la timidité qu'il est facile de vaincre d'ailleurs. M. Defrada a fourni un effort dans le sens d'un enseignement plus éducatif. Il a les moyens intellectuels de faire d'ailleurs beaucoup mieux. Cette même année, Paul Defrada sollicite la mairie pour la mise à disposition d'un terrain de sport et de jeu qui va susciter la surprise et l'agacement du conseil. Avec la déclaration de guerre le 3 septembre 1939, Paul Defrada va participer à la mise en place des mesures prévues par la commune pour accueillir les évacués du Bas-Rhin. En fait, bizarrement, au lieu des 400 personnes attendues, il n'y aura qu'une famille alsacienne de 6 personnes qui viendra à Velle, dont la fille aînée, Lucienne Vassler, 21 ans, est nommée institutrice en remplacement de M. Boucard, mobilisé. Par contre, à la rentrée d'octobre, une quinzaine de petits Parisiens feront la rentrée pour quelques semaines sur les bancs de l'école. Le 10 mai 40, les rapports d'inspection sont bons. Classe assez vivante, l'enseignement tend à être éducatif. Le niveau d'instruction est satisfaisant, impression d'ensemble favorable. Pour Geneviève, travail régulier assez fructueux. Le 10 mai, c'est exactement le jour où, mettant fin à la drôle de guerre, l'armée allemande déclenche une attaque surprise irrésistible qui va provoquer la déroute de l'armée française et un exode massif des populations envahies. L'Indre et Velle, de par sa proximité avec la nationale 20, va donc connaître le déferlement d'une marée humaine à partir de mi-juin. L'école ferme le 15 juin, Paul Defrada va alors participer efficacement à l'accueil des réfugiés pour les orienter, organiser la gestion en mairie des tickets de pain et de sucre, délivrer les demandes d'allocation des réfugiés en détresse. Il faudra ensuite assurer l'organisation des retours. Fatigue, lucidité, choix politique. Il décide en tout cas de mettre fin à sa fonction de secrétaire de mairie à cette fin en juillet 40. Alors certainement un petit peu de tout. Fatigue, assurément, parce qu'on a vu qu'il avait une santé fragile. Lucidité, je crois qu'effectivement, son beau-père, l'expérience du beau-père, même si le contexte est tout à fait différent, était significative dans le fait de mener, de cumuler deux fonctions de ce type. Et enfin, peut-être choix politique, parce qu'effectivement, le 10 juillet, il y a eu le plein pouvoir voté à Pétain. Et peut-être que c'est un ensemble qui a généré en tout cas cette décision, malgré l'insistance qui restera inexorable, malgré l'insistance de Robert Balsan le maire. L'école reprend un mois plus tôt, le 2 septembre, avec quelques élèves supplémentaires, dont 2 petites juives qui resteront jusqu'en 1945. La révolution nationale prônée par Pétain s'attaque rapidement à l'école publique. Campagne de dénigrement des institutions laïques, fermeture des écoles normales d'instituteurs, révision des programmes et des manuels. C'est dans ce contexte bien particulier que je vais analyser les rapports d'inspection de cette période de guerre. En avril 1941, la discipline est bonne chez les garçons comme chez les filles. Le maître jouit de l'estime des familles dans cette commune où il exerce depuis 20 ans. Bonne influence, tout comme son épouse qui s'y est élevée. Pour l'orthographe, tous les deux choisissent des textes intéressants sur le thème famille et patrie, ce qui est apprécié. De bonnes pages d'histoire sont proposées très souvent. C'est là un bon moyen d'aider à la formation morale. M. Defrada est un maître cultivé qui s'est enseigné et qui obtient des résultats dans l'ensemble honorable. Les élèves se montrent moins vivants que par le passé, semble-t-il, cette année. Quant à Mme Defrada, elle est rarement satisfaite de ses élèves, et pourtant chaque année les succès au certificat d'études viennent lui montrer que le niveau général est bon. Il est bien de faire preuve d'exigence et de ne pas se contenter aisément. La classe cette année laisse encore une impression satisfaisante, ce travail soutenu et fructueux.
persévérer, dit l'inspecteur. En mai 1941, les instituteurs, je cite encore Paul de Frada Jr., les instituteurs furent conviés à organiser une fête scolaire sous la pression des autorités académiques. Mon père m'engagea comme pianiste pour faire répéter quelques morceaux du répertoire berrichon aux élèves. Il y adjoignit quelques textes de Maurice Barrès. Les filles de leur côté avaient organisé leur répertoire et on clôtura par un chant patriotique alsacien. Dis-moi quel est ton pays, est-ce la France ou l'Allemagne? Avec pour refrain, c'est la vieille et loyale Alsace que l'étranger nous a pris. Et on ne chanta pas, maréchal, nous voilà. Septembre 1941, un commissaire fait une enquête sur Paul de Frada suite aux protestations énergiques formulées par des anciens combattants de Vesle auprès du général de Chaumereau, responsable départemental de la Légion. Paul de Frada serait opposé à la Légion. Créé en août 1940 et regroupant toutes les associations d'anciens combattants, avec la vocation de promouvoir l'action et les idées du maréchal. Il entraînerait d'autres anciens combattants à n'en pas faire partie, et notamment aurait incité à ne pas assister à la manifestation prévue lors de la visite du général Laure à Argenton. D'où une demande de déplacement d'office adressée au préfet Jacquemart. Le résultat de l'enquête, les qualités professionnelles sont reconnues, il est anglophile, il se déclare pour le maréchal Pétain, pas de confirmation d'une action contre la venue du général Laure. Robert Valjean s'étant en outre porté garant, la demande de déplacement a été annulée et l'affaire classée. La jeunesse est une préoccupation majeure du régime de Vichy. L'appel à tous les écoliers de France du 13 octobre 1941 rappelle le rôle essentiel de l'école primaire en l'éducation morale et civique de l'enfant et l'éveil chez ce dernier de la conscience nationale et du patriotisme. Les rapports d'inspection de 1942 sont un peu le reflet de ces préconisations. Les leçons de morale, tous les matins, suivent les programmes de 1941, accentuant l'éducation morale et patriotique, de même que les textes choisis pour les dicter. Lecture et commentaire d'un extrait de la France Nouvelle, le maître qui a du fond, s'est fort bien donné son commentaire. Le texte du message est ensuite copié sur le cahier spécial de morale que tiennent les élèves. Les résumés qui y figurent attestent que les grands thèmes moraux, famille, patrie, travail y figurent, ont été convenablement et assez longuement étudiés. Éducation morale. Les enfants se montrent attentifs et polis. On répond debout, les mains derrière le dos et on écoute les bras croisés. La discipline est très satisfaisante. Selon les témoignages recueillis, Paul de Frada était assez sévère avec recours, le cas échéant, à la baguette. Excellente tenue également chez les fillettes. La discipline est maternelle mais ferme et efficace. Au niveau de l'échelle, on contrôle les mains et les pouls. Il faut faire le nécessaire, dit souvent Geneviève. L'école possède enfin un mât situé dans la cour des garçons pour leur cérémonie du salut au drapeau. Garçons et filles y participent chaque mois, chacun dans sa cour. L'éducation physique est également une priorité. La commune a un terrain qui n'est pas aménagé. Il a été aliéné pendant l'été au profit d'un cultivateur. Paul de Frada est mandaté pour le faire reprendre au plus tôt. L'appréciation générale pour les deux est très satisfaisante et on reconnaît un travail de bonne qualité dans un contexte difficile. Santé personnelle pour monsieur, on en a déjà parlé, et souci avec l'état de santé de sa fille pour madame. Monsieur de Frada est un maître cultivé, plein de bon sens et de sens pratique. Il s'efforce d'orienter son enseignement vers la vie. Sa classe est vivante et un niveau d'instruction très satisfaisant. Le maître est un excellent musicien. Ses élèves sont loin de le valoir. Les voix sont bien peu agréables. De grands progrès sont réalisés dans ce domaine. Chez les filles, le chant donne d'assez bons résultats. Enfin, les écoliers et écolières participent activement aux diverses collectes. Vente de portraits et de messages du général, du maréchal, vente des bons de solidarité, versement à l'œuvre des pupilles, le point fort étant la collecte pour les prisonniers dans le cadre du franc mensuel de l'écolier. En outre, 2 gros colis de livres pour les prisonniers ont été réalisés par les garçons. Enfin, il a été recueilli 220 kg de légumes et 1100 kg de bois pour le secours national. Faire vivre l'esprit patriotique, c'est bien sûr le cas pour la journée du 11 novembre. Après la messe obligatoire, tous les élèves étaient présents au monument aux morts. Poésie, marseillaise, appel aux morts pour la France après le nom de chaque victime de la Grande Guerre.
Marcel Guilbault, qui nous a quittés, nous a confié qu'à la Libération, Paul de Frada a pris un râteau pour faire tomber le portrait du maréchal Pétain et que le reliquat de la collecte du franc de l'écolier a été compté et dépensé au café de la Pélagie autour d'une limonade. Après-guerre, les derniers rapports d'inspection dont il dispose font état d'une carrière bien remplie au service des petits Vélois-Véloises, alliant dévouement, efficacité, avec le souci d'inculquer pour ses futurs hommes et femmes un certain idéal de rigueur, de travail bien fait, de curiosité, d'honnêteté et de respect. L'inspecteur conclut ainsi ses derniers rapports. Madame de Frada est une femme de grand courage, qui, malgré des difficultés graves d'ordre familial, n'a jamais cessé de s'acquitter de sa tâche avec la plus grande conscience. Elle a une classe vivante, bien instruite, éveillée et formée selon des méthodes éducatives. Il m'a été agréable de visiter l'école de filles de Vesle. Outre sa conscience professionnelle, M. de Frada, qui est à Vesle depuis plus de 30 ans, est un maître sympathique, estimé de la population et ses justices, et il est exact que la plupart des gamins d'hier, dont certains sont dans la salle aujourd'hui, nous ont fait part de leurs souvenirs d'école, ont exprimé un profond respect pour ce couple, en particulier pour le père Paul, comme il le surnommait. En outre, en toute humilité, il a rédigé pour l'histoire de la commune en décembre 1947 un document d'un grand intérêt local sur l'exode de 1940 qui lui permet de mieux appréhender la réalité de ces années noires et l'horreur de la guerre. À noter que dans les mois qui ont suivi, en 1948, paraissait un autre petit bouquin sur le passé des localités rurales, Vesle en Bavérie, à l'initiative d'une autre forte personnalité de la commune, l'abbé Rousseau, curé de Vesle de 1931 à 1953, avec qui Paul de Frada partageait une certaine connivence intellectuelle à défaut des idées. Enfin, en 1952, les époux de Frada faisaient valoir leur droit à la retraite et étaient salués par la nouvelle municipalité dirigée par Pierre Laval, ainsi que par les enfants des écoles et leurs parents au cours d'un bain d'honneur. Le couple abandonna alors son Berry natal pour se rapprocher de ses enfants et petits-enfants en Isère. Ils emporteront avec eux, outre les souvenirs, 2 volumes sur l'Inde et un objet d'art acheté par les élèves. Alors merci à ces 4 passionnés, merci à vous les petits-enfants et arrière-petits-enfants d'être venus partager avec nous ce moment, et je terminerai en précisant qu'il m'a été agréable, comme l'inspecteur, de les approcher un moment par le biais de ces recherches. Spectacle toujours le même et toujours nouveau. Le premier jour, c'est merveilleux comme on est sage. Les maximes les plus sévères sont avalées avec le sourire. Rentrée de paix, mais encore rentrée de crise. Leur trouvera-t-on des livres, des crayons, des cahiers? Ces enfants, donc Alexandre et Guillaume, qui est qui? Alors vous levez, là, le jeune, allez, un peu de sport. Oui, oui. Et le petit Fiori, là, il n'est pas venu? Bon. En tous les cas, sachez qu'on est très heureux de vous accueillir, c'est vraiment très sympathique. En plus, vous avez fait 550 km, vous êtes descendu des Alpes vers la plaine du Berry, donc bravo à vous. Mais avant, je ne savais pas tout ce qui s'était passé, des arrière-grands-parents. Je connaissais les noms, c'est tout, mais j'avais aucune... je ne savais pas... et je comprends maintenant pourquoi mon grand-père était anticlérical. Parce que je vois tout ce qui s'était passé, alors qu'il avait des amis, donc le curé de Vesle était un de ses amis, et quand il était à Grenoble, un de ses amis était aussi le curé de Mélan. Alors je pense qu'ils avaient, au niveau intellectuel, ils avaient beaucoup de choses à se... Enfin, ils étaient proches, mais vu ce qu'il avait vécu avant, je comprends cette attitude anticléricale.
Bon, sinon, moi je suis venue à Vels quand j'étais enfant, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, je ne savais pas exactement. Et j'ai certains souvenirs, mais c'est des flashs plutôt, hein, de l'école, du jardin de mon grand-père, parce qu'on allait manger les fraises, comme je venais pendant les vacances, mais mes parents me laissaient un mois, enfin je ne sais pas exactement à Vels, et je me rappelle qu'on allait manger les fraises au jardin. Je me rappelle aussi de l'école de ma grand-mère, et comme l'école n'était encore pas terminée, j'allais dans sa classe, mais comme j'étais beaucoup plus petite, je me rappelle qu'il fallait marquer quelque chose sur l'ardoise pour quand on avait le résultat, on levait l'ardoise et on marquait. Alors moi, une fois j'étais embêtée, j'ai dit mais moi je sais pas. Elle m'a dit mais c'est normal, tu es trop petite, tu peux pas savoir ce que je demande à mes élèves. Donc voilà, j'ai quelques souvenirs. Et je sais aussi que ma tante Anne-Véronique, donc on l'appelait Annick parce que pour que ça aille plus vite, hein, mais c'est Anne-Véronique, eh bien, elle a été au lycée à Tours, et ensuite mon autre tante Jeannette a été à Guéret ensuite quand elle était au SANA. Et j'étais très proche de ma tante Jeannette, parce que quand j'étais enfant à Grenoble, elle m'emmenait à l'école maternelle, sur son porte-bagages, là, sur son vélo, et puis sur la fin de ses jours, elle est venue à la maison de retraite juste à côté de chez moi, quand elle était malade. Donc il y a une maison de retraite qui s'est ouverte, mais peut-être à 200 mètres de la maison. Donc je me suis occupée d'elle. Je suis émue parce que elle est morte avec moi, quoi. Voilà. Donc elle s'est occupée de moi quand elle était enfant, mais moi et mon mari aussi s'est beaucoup occupé d'elle quand elle était dans cette maison de retraite. Voilà. Je vous remercie. Merci Annick pour ce témoignage émouvant. Pierre, vous voulez dire un petit mot? Donc, alors oui, ma sœur enseignante, donc il y a sûrement un atavisme, comme on dit. C'est vrai que nos deux autres grands-parents étaient aussi instituteurs. Donc, on est issus vraiment d'une famille d'instituteurs. Moi, je noterais le côté musicien de mon grand-père. Je pense que peut-être mes fils en ont hérité, puisque j'ai deux fils, Guillaume et Olivier, qui n'est pas là, qui eux-mêmes pratiquent la musique et en font leur métier, hein, que chacun à leur façon. Bon, Alexandre, moi, d'autres centres d'intérêt, mais il y a eu sans doute une espèce d'héritage, quelque chose comme ça. Alors moi, comme je suis beaucoup plus jeune que ma sœur, je suis né en 54, moi je suis jamais venu à Vels étant enfant. J'ai toujours connu mes grands-parents habitant Grenoble, hein, puisque oui, ils sont partis en 52, moi je ne savais même pas exactement en quelle année. Voilà, donc bon, moi j'ai aucun souvenir personnel de Vels, hein. Bon, j'ai eu l'occasion d'y passer 2 ou 3 fois quand on allait en vacances à l'océan. Voilà, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire d'autre. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'émotions. Voilà, merci. Merci. Non, bouge pas. Simplement, je crois que vous m'avez expliqué être venu un jour à Vels, plus tard, et je crois que vous avez demandé à visiter le domicile de l'instituteur. Non, vous ne m'avez pas expliqué ça. Antoine, tu veux pas venir là? Monsieur le directeur d'école, on va recouper. Oui, je pense que c'était dans les années du début 1980, 1979, 80, 81. Moi j'étais donc absent, c'était un samedi après-midi. Ou plus tard, peut-être 85, oui. On s'est connus en 81. Oui, donc c'était peut-être en 85. Mon épouse ne se souvient pas exactement, mais c'était dans les années 80.
Et moi, j'étais absent le samedi après-midi, peut-être pour des activités sportives avec des enfants ou autres. Alors les jeunes, là, vous doutez bien qu'on va vous demander votre avis, qu'est-ce que vous ressentez en entendant tout cela, et qu'est-ce que vous connaissiez déjà de l'histoire de ce couple de grands-parents. Voilà, j'ai l'impression que musicien et, je sais pas, metteur en scène, peut-être. Escaladeur. Ah, bon. Eh bien, pour ma part, je connaissais pas beaucoup justement l'histoire des arrière-grands-parents. Ça fait quand même 2 générations au-dessus. Je savais par contre que l'arrière-grand-père Paul était un grand musicien, et mon père me disait souvent qu'il le voyait lui enfant ouvrir des partitions d'orchestre et entendre la musique en lisant les partitions d'orchestre. Et voilà, après c'est d'une certaine manière ce qui me surprend aussi, c'est la continuité entre les générations de ce qui est transmis en fait, sans qu'on le veuille ou sans qu'on en ait l'impression. C'est que moi-même étant musicien et enseignant le piano, ça me touche aussi de voir que je m'inscris dans cette continuité-là, de l'enseignement, de la pratique instrumentale. Voilà. D'accord. Alors, je vais te passer le micro, mais je me pose une question, parce que finalement, cette histoire vous est tombée dessus. Il y a 1 an, je ne sais pas combien de temps, j'avais pris le fil conducteur qui avait été tiré par Pierre Alasseur. Je vous avais contacté et c'est là qu'on a commencé à imaginer cette journée. Mais dans le fond, pour vous, vous ne pouviez pas imaginer qu'Avel, là, à l'autre bout du monde, enfin à 500 km, quelque chose allait ressortir du passé. Donc voilà, je trouve ça assez amusant. J'aimerais bien que ma maman bretonne, un jour, on me ressorte des choses comme ça. Un petit mot, l'escaladeur. Alors je vous avoue que d'habitude c'est pas vraiment le genre d'endroit où je vais. Je suis pas quelqu'un de très intéressé par la culture en général. Enfin en tout cas pas. Donc ma tante m'a offert à Noël des écrits de mon grand-père Paul, que j'ai pris le temps de lire avant de venir ici, et puis du coup ça me permet également de remonter un peu plus loin en arrière sur mes arrière-grands-parents et de connaître un peu mieux l'histoire de ma famille. Voilà. Toi, t'as le côté sportif plutôt, la famille. Ouais, je dirais. Oui. Je dirais. Ouais. Le côté musicien et le côté sportif. La tête et les jambes alors. D'accord. Mais alors, vous voyez, vous avez du sang berrichon dans les veines, hein? Donc. Ça fait plaisir. Voilà. Bien, maintenant, il y a dans cette salle là, un certain nombre d'élèves. Alors, est-ce que parmi vous, vous pouvez évoquer des souvenirs? René, par exemple, au hasard. Hein? Si je te passe le micro, tu vas nous dire quelque chose? Il parle bien, René, on l'a enregistré, il parle très bien. Oui, j'ai bien connu M. Defrada, c'est lui qui m'a fait l'école tout le temps, et qui m'a emmené au certificat là, dans les années 50, en 50 d'ailleurs. C'est bon, autrement, c'était pendant la guerre, là c'était pas trop le rêve non plus. Et alors, tu as été reçu au certificat? Non, non. Ah, Tu as été reçu au certificat d'études. Ben non, mais non, je m'attendais au contraire, c'était un très bon maître d'école, hein, ça c'est... Il baissait son oreille, ça se passait comme ça. Bernard, tu as des souvenirs, non? Bonjour. On est arrivé à Velle en 1950.
Mon père a pris le poste de secrétaire de mairie, donc à Velle, à la suite de M. Paul de Frada. Et donc, c'est M. Paul de Frada qui lui a passé les consignes de toutes les documentations de la mairie de Velle, l'enregistrement des naissances, l'enregistrement des décès, le conseil municipal, etc., quoi. Et moi, en 1950, donc j'avais 11 ans, donc j'ai intégré l'école de Velle, et j'ai eu M. de Frada l'année d'avant le certificat d'études. Voilà. Donc j'ai été dans sa classe, hein, et puis bon, il fallait travailler, quoi. Et puis, comme le chauffage, la chaudière qui chauffait la mairie, et donc l'habitation du secrétaire de mairie, donc, eh bien, de temps en temps, j'allais voir à la chaudière, sous la bénédiction de M. de Frada, voir si tout se passait bien, quoi. C'était donc dans le sous-sol de l'école qu'on y allait, quoi. Puis bon, ben, j'ai le souvenir aussi de, pendant les vacances, Annick qui venait en vacances chez ses grands-parents, donc on jouait ensemble dans la cour de l'école. Voilà. Merci. Maintenant, Jérôme, tu l'as connu? Oui, bonjour à tous. Oui, ben, moi j'ai très bien connu M. Defrada et j'ai fait toutes mes études à Velle avec lui. Il m'a emmené au certificat d'études à Nantes où j'ai été reçu suivant mes moyens. Et puis j'ai gardé un très bon souvenir de M. Defrada. Du reste, ensuite, j'ai correspondu avec lui. J'étais à l'Algérie. Et il m'a envoyé des cartes postales. Il y a une super carte postale que j'ai conservée. Et voilà, je remercie beaucoup. Et j'ai gardé un bon souvenir de monsieur et madame Defrada. J'étais bien content de monsieur Defrada, un peu sévère à des moments, un peu, je dis bien, parce que j'étais turbulent. Je faisais souvent des petites bêtises. Oui, c'est vrai. Alors je méritais bien. Sinon, il m'a fait présenter le certificat d'études à Ardentes, comme ça a très bien marché. T'as été quoi? Quoi? Hein? Premier du canton. Non, c'est vrai. Très content, monsieur Defrada. Alors, il y a un autre cousin, c'est Georges Tourat. Ah, il m'a dit non, moi je viens pas, enfin, pour des raisons de santé. Mais lui, je pense pas qu'il ait été reçu premier du canton au certificat d'études. Et ayant quelques difficultés, je sais qu'il recevait des coups de baguette sur les doigts dont il se souvient. Mais j'en connais un autre qui m'a dit des choses comme ça, mais il n'est pas dans la salle. Ah, mais c'est peut-être Guy. Non. Enfin, j'en ai certainement reçu. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai été avec lui sur la fin. Ça doit être la dernière année de sa scolarité. Et je crois qu'il avait mal aux jambes, il souffrait justement. Et dans cette classe, il y avait une estrade. Le bureau était sur l'estrade. Et quand ça n'allait pas bien, il nous faisait monter là-bas. C'était pas un podium, hein, mais... Et c'est vrai qu'il était assez sévère et très... il se faisait respecter, c'est sûr. Hein. Il n'y avait personne qui bougeait dans la classe. Mais bon, je suis surpris d'apprendre... je n'ai pas connu toute sa... Et aujourd'hui, j'apprécie quand même toute sa vie, tout son passé, et je n'avais pas connu ça avant. Moi, je l'ai eu qu'une année, et j'avoue que j'étais un peu déçu, parce que bon, c'était une mauvaise période pour lui, certainement. Il avait mal aux jambes, enfin, je croyais que c'était une blessure de guerre, d'ailleurs, moi, mais non, c'était... Ouais. Sinon, bien, ma foi, j'ai fait qu'une année, alors je ne peux pas non plus trop en dire.
c'est vrai qu'il était assez sévère, même avec ses petits-enfants. Je me rappelle quand on était à table, les enfants, on parlait, et mes tantes disaient « Attention, le grand-père fait les gros yeux !» Ouais, il valait mieux avoir compris tout de suite. Hein. Ah, Marie, tu as connu Geneviève? Il y avait 3 classes par grande classe, quoi. 3 divisions par classe, voilà. Et donc j'ai fait les 3 jusqu'à la 3e, où elle m'a fait travailler pendant que les autres s'amusaient. Et donc elle m'a emmenée au certificat d'études que j'ai eu, que j'étais bien contente. Si elle était sévère, enfin moi je trouvais pas que c'était sévère quand même. Hein. Bon, quand l'enfant avait fait une bêtise, il fallait bien qu'il soit remis à sa place. Monique, Monique, faut faire parler les femmes, hein, parce que il n'y a que Marie qui a parlé là, dans les... Je n'étais qu'une année avec Madame de Frada, qui effectivement était sévère, si l'on peut dire. Elle nous faisait mettre en rang avant de rentrer en classe, et on devait présenter nos mains recto verso pour voir si c'était propre. Et si c'était pas propre, ça n'allait pas. Voilà, c'est tout. Eh bien voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on va continuer à pouvoir discuter ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous laisse découvrir les différents panneaux, cette petite exposition qui est composée de certains tableaux confectionnés par André sur les documents récents trouvés aux archives départementales, ainsi que d'autres panneaux provenant d'une exposition sur l'école de Vèle qu'on avait fait il y a 3 ou 4 ans. Quoi. Annick, un petit mot encore? Oui, je voulais remercier tous ces gens qui sont venus en l'honneur de mon grand-père. Et je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Et je suis très touchée. Il y a à notre tour de vous remercier. Récréation pour les élèves, vacances pour Dieu. Car depuis 1905, l'école française est laïque et gratuite. Elle se doit d'apprendre à lire et à écrire aux enfants de 6 à 13 ans. Si les établissements privés divisent les garçons et les filles, l'école de Jules Ferry mélange les sexes, entasse les petits et les grands en blouse grise dans des classes bondées. L'Éducation nationale demande aux maîtres de repérer les aspirants au certificat d'études. Les cancres, eux, chahutent et sèchent à tout va. Pas grave, leurs résultats scolaires n'influencent pas leur destin professionnel. Souvent, les enfants des paysans délaissent les études pour aider à la maison. Dans le monde rural, le mot maison signifie terre. L'école des garçons à l'école des garçons. L'école des garçons, à ce niveau-là, à ce niveau-là, avec l'estrade, ça. Bon, oui, il y avait l'estrade ici, là, les tableaux noirs, les tableaux étaient noirs. Oui, les tableaux noirs, là, oui. Et puis, les plafonds étaient, il y avait pour moi 1 mètre supplémentaire. Moi, j'ai connu une première baisse, et là, pour les derniers travaux, ça a encore été sur le sol. Donc là, l'école est toute neuve, hein, parce que les travaux se sont faits pour les premiers étages. Et après, c'était quoi? Il y avait 2 classes? Il y avait 2 classes.
Deux classes de garçons, oui, et puis deux classes de filles. Je sais que ça communiquait, mais Ce n'était plus les tables, c'était des tables métalliques, en bois. Parce qu'elle avait les en bois avec les encriers. Avec les encriers. Avec les encriers, Je pose une question un peu. Pourquoi il y a des casques sur certaines. Ah, ça, je l'ignore totalement. des casques anti-bruit, ça, oui. Oui, bizarre, tiens. Trois que je demande à la directrice. Oui, quoi. Comme protéger ça. Finalement, ça ne change pas tant que ça, les salles de classe, c'est rassurant. Oui. Bah, s'il existait déjà. Et Daniel, tu recommences? Je recommence, ah oui, c'est avec le tas. Oui, ça fait la bouse des infirmières. Non, mais c'est une couleur qui est assez. Je trouve ça bizarre. Ah oui, Et là, toute l'école part 3 jours au bord de la mer, lundi, mardi et mercredi. C'est la première fois que je l'ai l'histoire de l'école, que toute l'école... J'ai reçu un certificat. Non, non. En 1950, donc j'avais 11 ans, donc j'ai intégré l'école de Velle et j'ai eu monsieur Defrada l'année d'avant le certificat. Et puis j'ai gardé un très bon souvenir de monsieur Defrada. Du reste ensuite, j'ai correspondu avec lui, j'ai très bien Algérie. Et bon, mec, c'était carte postale. Il y a une super carte postale que je l'ai conservée. Je faisais souvent des... Des petites bêtises. Oui, c'est vrai. Alors je méritais bien. Sinon, ils m'ont fait présenter au certificat d'études à Nantes, comme ça a très bien marché. Et quand ça n'allait pas bien, il nous faisait monter là-bas. C'était pas un podium, hein, mais... Et c'est vrai qu'il était assez sévère et très... Il se faisait respecter, c'est sûr. Hein. Il n'y a personne qui bougeait là-bas. Par classe, voilà. Et donc j'ai fait le 3 jusqu'à la 3e où elle m'a fait travailler pendant que les autres s'amusaient. Et donc elle m'a emmené au certificat d'études que j'ai eu, que j'étais bien contente. Mais si elle était sévère, moi je trouvais pas ça. Une année avec Madame Defrada, qui effectivement était sévère, si l'on peut dire, qu'elle nous faisait mettre en rang avant de rentrer en classe, et on devait présenter nos mains recto verso.